France n'avait livré ses armes à l'Ukraine, le fleuron de l'armement français. Paris va vendre 100 avions de chasse Rafale à Kiev avec leurs armements associés. Un contrat scellé ce matin sur la base de Villacoublay, dont Volodymyr Zelensky s'est félicité après avoir été accueilli en personne par Emmanuel Macron à sa descente d'avion. Tout un symbole sur le tarmac. Sans Rafale, c'est une nouvelle étape pour notre industrie, pour notre peuple, a déclaré le président ukrainien. Et au micro de LCI et TF1, Emmanuel Macron a confirmé l'importance d'une telle commande. Ensuite, on prend tout de suite la génération d'après, c'est-à-dire qu'on prévoit les Rafales, 100 Rafales. C'est énorme. Ce qui est énorme, mais c'est ce qu'il faut pour la régénération de l'armée ukrainienne. Nous avons ces derniers mois déployé nos Mirages. Et donc on prépare la prochaine génération. C'est aussi une opportunité pour le Rafale et pour Dassault. Propos recueillis par Michel Scott, interview à retrouver en intégralité aux 20h de TF1 ce soir. Pour décrypter ce qui se joue dans cette séquence historique, accueillons le général François Chevancy, bonjour. Bonjour. Consultant géopolitique pour LCI. Magali Barthès, bonjour. Éditorialiste international pour notre antenne. Marion Buchet, bonjour. Vous êtes expert aéronautique, ancienne pilote de chasse. Vincent Crouzet, bonjour. Expert en renseignement. Je rappelle votre dernier ouvrage, Comment vivre dans un monde en guerre, aux éditions La Jeune Martinière. Et Arthur Königsberg, bonjour. Bonjour Marie. Fondateur d'Eurocréative, spécialiste de l'Europe centrale. Alors Sylvia Micon, dans un instant, va nous expliquer précisément ce qui va être livré à l'Ukraine en termes de rafales, de bombes, de drones, de systèmes de défense aérienne. Mais d'abord, Magali, pourquoi cette séquence est aussi importante ? Elle est importante parce qu'elle permet d'afficher le soutien de la France sur le long terme à l'Ukraine. Parce que ce matin, sur cette base de Villacoublay, en fait, on avait un mini-salon de l'armement avec tout ce que peut proposer l'armée française. Alors, ce Rafale, évidemment, des radars, des intercepteurs, de la protection aérienne. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron avec cette lettre d'intention de livraison de 100 jusqu'à 100 Rafale, c'est vraiment que la France est là sur le long terme pour épauler l'Ukraine. C'est un contrat qui va s'étaler sur une dizaine d'années. C'est un horizon vraiment qui n'est pas immédiat. Mais l'idée, c'est bien d'offrir des garanties aussi de sécurité à l'Ukraine pour le long terme, d'arriver à fournir à Volodymyr Zelensky, avec la France et puis avec d'autres pays. On sait que la Suède va aussi livrer des avions de chasse à l'Ukraine, de fournir à l'Ukraine une véritable flotte aérienne pour se protéger et dissuader. C'est ce qu'a beaucoup dit aussi Emmanuel Macron lors de la conférence de presse aux côtés de Volodymyr Zelensky tout à l'heure. Dissuader aussi, dans quelques années, peut-être qu'une fois qu'un cessez-le-feu a été trouvé, la Russie d'attaquer à nouveau. Donc il y a cette perspective de plus long terme, puis il y a cette perspective de plus court terme, avec aussi les drones qu'on va essayer de livrer bien plus rapidement à l'Ukraine. Vous savez que dans la foulée de ce déjeuner qui est en cours à l'Élysée entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, il y aura aussi un forum sur les drones avec une rencontre entre les industriels français et justement leurs homologues ukrainiens pour essayer de voir quel genre de coopération il est possible de mettre en place, et ça le plus rapidement possible. Sylvia, bonjour. Vous nous avez rejoint pour la première fois. La France va donc vendre à Kiev des Rafales, mais aussi des drones, des bombes, des systèmes de défense aérienne. Expliquez-nous. Alors c'est vraiment un accord d'armement historique, effectivement. Jamais on a parlé autant de vendre autant de Rafales depuis qu'il existe, et c'est la première fois que l'Ukraine se dote de ce fleuron de l'aviation de combat français. Et déjà on en vend beaucoup des Rafales, puisque le carnet de commandes de Dassault est plein. Se pose quelques questions, Marie-Aline, comment livrer ces avions à temps? On se projette sur un horizon, Magali le disait, d'une dizaine d'années dans cette lettre d'intention. Il ne s'agit donc pas de parer à l'urgence sur le terrain, mais plutôt de garantie de sécurité, et surtout qui va payer? Autre question fondamentale. Alors, on commence par la première. Comment livrer? Pas question de puiser dans les stocks de l'armée française, puisque la commande équivaut au nombre de ces avions en service actuellement dans l'armée. Et puis, il faut savoir qu'il y a 3 avions bientôt qui pourront sortir tous les mois de l'usine de Mérignac. Et les questions que cela monte
à 5 avions, donc plus de 50 par an. Mais il y a déjà des commandes en cours. En juin dernier, par exemple, l'usine Dassault devait encore livrer 239 Rafale. Dans cet accord d'armement, Marie-Aline, figure aussi l'armement qui est associé, donc les missiles. Le président parlait tout à l'heure des Hammer, qui sont des bombes guidées françaises qui pourraient être livrées dans les 3 prochaines années. Il y a aussi le système de défense antiaérienne santé de nouvelle génération, le Mamba. Il est en cours de développement et dispose de capacités d'interception étendues contre les missiles. Il était exposé tout à l'heure à Villacoublay. Figure aussi dans cette déclaration d'intention d'autres systèmes de radar et de drones. Sylvia, ceci étant dit, qui va payer ? Alors j'imagine qu'on va en débattre sur le plateau après, pendant un certain temps en tout cas. Parce que la réponse n'est pas très claire. Voilà, sans la maintenance, l'appareil nu, sans la formation des pilotes, les armements associés, etc., eh bien, ça vaut un prix minimum de 80 millions d'euros. L'Ukraine n'a évidemment pas les moyens d'acheter ces avions. Plusieurs possibilités, solliciter les Européens, tout en sachant qu'il y a d'autres avions de combat en Europe. Il y a aussi l'Eurofighter, l'avion suédois Gripen. Et d'ailleurs, effectivement, Volodymyr Zelensky a signé le mois dernier une lettre d'intention en vue d'acquérir 100 à 150 de ces avions produits par Saab. Il existe au sein de l'OTAN un système qui permet aux Ukrainiens d'acheter des armes américaines et ce sont les Européens qui financent. Alors pourquoi ne pas appliquer ce système aux armes européennes ? Autre moyen de paiement, Pascal Perry en parlait tout à l'heure sur notre plateau, les intérêts des avoirs russes bloqués en Europe. Ça produit entre 3 et 4 milliards d'euros chaque année. Mais on sait que les Européens sont loin d'être d'accord sur ces avoirs. Et c'est là que le bas blesse. Merci Sylvia pour ce point qui permet de cadrer notre débat. Général Chauvency, qu'est-ce que ça va changer, cette commande historique ? Alors d'abord, il ne faut pas voir ça comme un changement militaire. Ça va d'abord être un changement politique, puisque on affiche clairement le soutien qu'on apporte à l'Ukraine. Ça a été dit, il faut des années avant de produire tout ce qui est demandé. Il faut d'abord définir le financement. La lettre d'intention qui a été signée n'est pas un contrat, c'est simplement on va étudier les différentes phases pour mener à bien ce projet. Ensuite, comme ça a été dit aussi, en gros 45 avions produits par an du côté de chez Dassault, avec déjà 240 à exporter. Avant qu'on dégage des lignes de production, ça va prendre un certain temps. Il faut 3 ans pour fabriquer un Rafale. Il ne faut pas l'oublier. Oui. En revanche, Dassault a ouvert en 2025 une nouvelle usine à Cergy, effectivement ultramoderne, pour contribuer à la fabrication des Rafales. Donc en fait, pour nous, il y a un intérêt. C'est-à-dire qu'on va développer cette industrie et soutenir encore plus Dassault, qui a quand même quelques difficultés, non pas financières ou de production, mais dans sa concurrence avec les Européens, notamment dans le cas de l'avion du futur. Dassault qui veut garder sa place comme leader européen de l'aéronautique. Donc ça va le conforter, parce que quand même, quand on voit tous ces avions qui vont être fabriqués, construits, c'est quand même une énorme influence. Alors quand je parle influence, ça veut dire aussi... c'est pas les Américains qui vont faire la loi forcément en Ukraine si on arrive à leur vendre ces avions. Donc on va contrecarrer la dépendance ukrainienne aux Américains. Et on a bien vu qu'avec les Américains, il fallait quand même se méfier avec tous les moyens qu'ils ont légaux pour nous empêcher d'utiliser leurs armements en temps de guerre. Donc ça va être bien aussi. Et puis on a parlé des drones. Alors je vais rebondir un peu sur les drones. Alors, je ne suis pas certain que ce soit nous qui soyons les mieux placés pour fournir des drones aux Ukrainiens aujourd'hui. Parce que quand même les Ukrainiens ont largement montré qu'ils étaient nettement meilleurs. En revanche, on est aussi dans la co-construction, la co-fabrication des drones, parce que les Allemands sont en train de construire des usines, ils sont en train de prendre le marché, de travailler avec les Ukrainiens. Et en fait, je pense qu'on est aussi dans une concurrence franco-allemande sur le domaine des drones et des armements en général. Je ne parlerai pas des chars. Il y a une concurrence interne. Et je crois que si on met tout ça ensemble, on voit bien la difficulté et la position surtout du président de la République, qui est en train de mettre la France en position de leader. Et maintenant, il va falloir défendre la place. Eh bien, partons sur le terrain du conflit, retrouver nos envoyés spéciaux Gwendoline de Bono et Vincent Wagner. Gwendoline, pourquoi l'Ukraine a tant besoin de nos avions Rafale ? Alors d'abord, le président ukrainien Volodymyr Zelensky veut à l'avenir une flotte de chasse avec un objectif de 250 appareils. Alors pourquoi le choix de 100 Rafales pour atteindre cet objectif ? Premier point, ce qui est capital pour les Ukrainiens quand ils pensent leur avenir, notamment militaire, et ça tout le monde vous le dit, c'est la question de la souveraineté. L'Ukraine ne veut pas se retrouver avec uniquement des avions américains, parce que le pays se retrouverait à la merci totalement de décisions américaines. Les
les F-16, les MiG et les Mirage que possède actuellement l'Ukraine sont plutôt des avions de transition qui auront fait leur temps d'ici quelques années. Donc l'Ukraine veut diversifier sa flotte avec une logique opérationnelle. Des avions suédois Gripen qui sont des avions vraiment tout-terrain qui peuvent atterrir et décoller dans des conditions très difficiles et qui sont faits pour remplir des missions à l'intérieur du pays, et des Rafales parce que le Rafale est un avion qui est essentiellement pensé pour les frappes dans la profondeur, et ça aujourd'hui c'est un pilier de la stratégie ukrainienne. On le voit bien avec les frappes sur les infrastructures pétrolières sur le territoire de la Russie. Par conséquent, posséder 100 Rafales, appareil qui est fait pour porter le feu en territoire ennemi, eh bien, c'est aussi pour l'Ukraine un outil de dissuasion dans son architecture de sécurité future. Merci beaucoup Gwendoline de Bono. Avec Vincent Wartner depuis Kiev, Marion Buchet, parole d'ancienne pilote de chasse. Qu'est-ce que ça va changer dans le ciel ukrainien ? À court terme, pas forcément grand-chose, puisque effectivement, comme on l'a vu avec le général, il va falloir les produire, les livrer, former les équipages et les mécaniciens, même si la question de la production va être importante. C'est donc 36 mois entre la première feuille d'aluminium qu'on reçoit jusqu'à la livraison de l'avion. Mais par contre, la livraison de drones qui a été présentée en premier par le président lors de la conférence de presse peut effectivement être une aide à plus court terme. Vous le disiez, les Ukrainiens ont une industrie de défense et de drones notamment très développée, mais on a quand même des atouts en France. Je pense à la société Altares qui développe des drones, intercepteurs de drones. Faut savoir qu'actuellement, lors des raids menés par la Russie, on a quasiment 500 projectiles, voire parfois plus, qui peuvent atteindre l'Ukraine, que ce soit des drones ou des missiles, et que en fait, si on essaie de détruire ça avec des missiles Mika qui équipent le Rafale, ça va être une hérésie économique puisque chaque missile coûte 600 000 €. Donc les drones peuvent par contre être quelque chose qui aura un effet à plus court terme. Mais la question, Arthur Königsberg, c'est aussi est-ce que la France a les moyens de son ambition envers l'Ukraine? Parce qu'on sait que ce sera dans quelques mois, quelques années, cette livraison de Rafale, et aussi qui va les payer. Il y a plusieurs questions. C'est la question la plus dure, surtout que personnellement, je pense que la France a plus de moyens que d'ambition dans son soutien à l'Ukraine, sur effectivement cette question de qui va payer ces 100 Rafales, enfin c'est jusqu'à 100 Rafales, c'est encore un peu flou, là est toute la question. Et effectivement se pose la question, lorsque le président de la République répond à cette question lors de la conférence de presse et évoque les différents systèmes de financement, et qu'il évoque par exemple SAFE, c'est un programme de financement européen pour les pays européens, pour leur réarmement, etc. On ne voit pas bien dans quelle case les pays européens pourraient utiliser les subventions qu'ils reçoivent de l'Europe pour acheter des Rafales français et les donner à l'Ukraine. Si c'est l'Europe également ou les pays européens qui doivent financer ces Rafales, se pose aussi la question de la concurrence européenne. C'est-à-dire que pourquoi les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui ont l'Eurofighter, accepteraient que de l'argent européen aille dans une centaine de Rafales pour l'Ukraine. Il y a aussi cette concurrence-là. Donc effectivement, sur le financement, c'est assez flou. Mais moi, je rejoins complètement ce qui a été dit. L'enjeu de cette visite aussi, il y a cette annonce de cette centaine de Rafales qui, évidemment, fait la une. Mais ce qui se passe de plus important, à mon avis, c'est sur les drones. C'est sur les drones, c'est sur la création d'un partenariat stratégique de long terme entre des industriels français et des industriels ukrainiens. Même si le général Chovancy nous disait, finalement, c'est comme les Ukrainiens qui sont plus en avance que les Français. Oui, mais les Ukrainiens sur ce front. Je suis d'accord avec le général, mais les Ukrainiens sont très demandeurs de coproduction, de co-création, et surtout parce qu'ils savent que dans certains domaines, notamment peut-être l'intelligence artificielle, il y a des Français qui ont quelques atouts. Altares était évoqué, Altares est déjà en Ukraine. C'est-à-dire que Altares est une société qui, la nuit, dans le ciel ukrainien, fait la chasse aux Shahed. Et c'est-à-dire qu'ils savent qu'aujourd'hui, leurs outils, leurs drones, leurs logiciels sont capables de détruire des Shahed dans le ciel ukrainien. Donc aujourd'hui, avec cette montée en puissance, ces partenariats entre Français et Ukrainiens, ça va certainement permettre à cette société de demain produire de plus en plus de drones et de les livrer à l'Ukraine. Et ça, c'est essentiel. Ça, c'est du court et du moyen terme. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui pour la défense et l'architecture de sécurité de l'Ukraine. Sur le reste, effectivement,
c'est très intéressant d'un point de vue de la communication stratégique et politique, parce que c'est une réponse de Macron et Zelensky à la volonté du Kremlin de dire « demain, après la guerre, il faudra une Ukraine démilitarisée ». Et là, c'est une réponse à la fois de Macron et de Zelensky et des Européens, des Suédois qui l'ont fait il y a quelques semaines, de dire « non, l'Ukraine sera très armée par les Européens demain pour faire face potentiellement à la menace russe si cette guerre venait à s'arrêter ». Vincent Crouzet. Oui, alors d'abord, il faut bien préciser que ce n'est pas un contrat ferme, hein, c'est une lettre d'intention. C'est-à-dire qu'on prend acte, en fait, on formalise des négociations qui sont en cours, notamment des négociations qui vont porter sur un élément important qui va être l'échéancier, hein, comme on en a parlé sur ce plateau, savoir à quel terme, moyen, long terme. Moi, je crois il est évident qu'on va être obligé un peu de se mettre un coup de pied aux fesses. Alors je ne voudrais pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, mais on a mis en place un plan Notre-Dame pour reconstruire Notre-Dame en 5 ans. Ce serait bien qu'on mette en place un plan Rafale qui coordonne tous les services de l'État autour de la DGA. Peut-être la DGA pourrait être pilote sur l'affaire et qui mette en place des moyens exceptionnels. C'est pas ça, Vincent, parce qu'il y a 400 entreprises, Dominique Merchet sur LCI, qui sont liées à la fabrication de ces Rafales. Justement, on a besoin de coordination. On a besoin, 30 000 pièces, 400 entreprises. On a besoin de coordination de la part de l'État. D'abord, l'enjeu est à la hauteur parce qu'avec cette future commande de 100 Rafales, ça ferait de l'Ukraine notre premier client à l'export, devant donc les 80 des Émirats Arabes Unis, hein, les 80 Rafales déjà commandés par les Émirats. Donc voilà, l'enjeu est important. Au-delà du symbole politique, puisque c'est évidemment un symbole politique, puisqu'effectivement, sur les questions beaucoup plus pragmatiques, la question des drones avec ce forum cet après-midi sera beaucoup plus efficiente. Mais néanmoins, c'est finalement ce qu'a recherché il y a quelques semaines Zelensky, qu'il n'a pas obtenu avec les Tomahawk aux États-Unis, qu'il obtient avec les Rafales aujourd'hui en France. Justement, sur la question des moyens, écoutez ce que disait Jérôme Bélanger, notre chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, auditionné par l'Assemblée. Idéalement, le format pour l'armée de l'air et de l'espace en termes de Rafale, c'est 230. Idéalement. Voilà. Si on démutualise les contrats opérationnels, il nous faudrait 45 avions supplémentaires. Et effectivement, ce que je vous avais dit, c'est que nous continuons de compenser ce manque par une surutilisation donc de la flotte Rafale à hauteur à peu près donc de 15%. Le nombre de Rafales est déjà trop juste pour tenir dans la durée. Les Rafales sont déjà trop utilisés avec une suractivité d'environ 15%, nous dit-on. Alors, est-ce que Dassault Aviation a les moyens de fournir ce qui nous manque à la France et à l'Ukraine ? Alors d'abord, je vais un peu rebondir, Dassault est privé. Et Dassault sait vendre ses avions, il sait trouver les ressources, dès lors qu'on veut bien lui garantir l'argent pour ses commandes. Voilà, l'État donne l'argent, Dassault saura faire. C'est pas l'État qui va, et pas forcément déjà qui va s'immiscer, me semble-t-il. Je crois que Dassault est suffisamment grand aujourd'hui pour dire non, je veux, ou oui, je veux. Il l'a montré d'ailleurs avec le SCAF il n'y a pas si longtemps, me semble-t-il. Donc on a quand même une grosse entreprise qui est capable de fonctionner en large autonomie. Voilà. Maintenant, oui, on va avoir un problème avec tous ces Rafales à fabriquer, mais il y aura des choix à faire. Mais de toute façon, on est bien dans le geste politique dont on a parlé, le geste politique et la réalité industrielle. Il est certain qu'à 45 avions produits par an, comme c'est à peu près le cas aujourd'hui, qu'on en a en gros 240-250 dans l'exportation sur des contrats fermes, ça veut dire qu'on a 6 ans sur les lignes de production qui sont déjà bloquées, et en rajouter une centaine, je vois mal comment on peut produire plus, sauf que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a déjà une usine qui a été construite par Dassault pour 100 millions d'euros quand même à Cergy. Donc il y a déjà une usine. Donc quand on parle d'industrialisation ou de réindustrialisation, on peut même supposer, même si ça prend du temps, et on revient au problème du calendrier, que oui, Dassault doit être capable de mettre les outils qui iront bien pour fabriquer, mais à condition qu'on lui garantit les commandes. Et la question qui a été évoquée tout à l'heure, qui est intéressante, je conclurai là-dessus, est-ce que dans 3 ans, le paysage politique, qu'il soit en France ou en Ukraine, n'aura pas tellement changé que finalement ça remettrait en cause un certain nombre de projets. Ce qui donne quand même, ça impose finalement à Dassault aussi de prendre quelques précautions pour s'assurer de la durabilité du contrat. Ouais, c'est la question qui a été